Retrouver tout d'abord Luc Bronner, qui est correspondant du Monde à Jérusalem. Luc Bronner, bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Vous avez passé 3 heures dans la bande de Gaza. Ce que vous avez rapporté, c'est un témoignage rare. Je vous remercie beaucoup de le partager avec nous. On peut bien évidemment le découvrir aussi dans Le Monde aujourd'hui. Je précise qu'une quinzaine de médias internationaux ont été autorisés à pénétrer avec l'armée israélienne dans le territoire, avec vous aussi. Quand on arrive dans la bande de Gaza, Luc Bronner, qu'est-ce qui frappe le plus? Bonjour. Ce qui frappe le plus, c'est évidemment la désolation. On est confronté à un spectacle qui est même difficile à qualifier. Ce que j'ai trouvé finalement compliqué en tant que journaliste professionnel, c'est d'arriver à trouver les mots pour dire ce que je voyais pendant ces 3 heures dans la bande de Gaza, en sachant qu'on est parti du kibbutz Be'eri, on est allé jusqu'à la mer Méditerranée quasiment, puis on est remonté jusqu'à Gaza City. Tout n'est pas détruit de la même façon, mais il y a des zones entières pour lesquelles le seul mot que j'ai trouvé qui me paraissait correspondre à la réalité, c'est celui d'anéantissement. Voilà, c'est un territoire qui a été anéanti par la guerre. Un territoire anéanti alors qu'initialement on ne parlait que de l'anéantissement du Hamas. Oui, on voit que dans le périmètre, par exemple, de protection, ce sont les mots de l'armée israélienne qui longent la frontière israélienne sur plusieurs centaines de mètres et en réalité probablement plusieurs kilomètres. Tout a été détruit minutieusement. Ce ne sont pas simplement les conséquences de la guerre, c'est le choix assumé de détruire l'intégralité. Ce que l'œil humain voit peine même à voir tellement ça paraît irréel, c'est confirmé par les observations satellites, c'est confirmé par les données de l'ONU, par exemple, qui montrent que plus de 90% des écoles ont été détruites, plus de 95% des espaces naturels, des espaces de récolte ont été détruits, et 78% des immeubles de la bande de Gaza ont été détruits. C'est donc un niveau d'anéantissement qui est absolument colossal. Des gravats partout, de la poussière, énormément de poussière, 61 millions de tonnes de débris, dites-vous dans votre article. Vous avez des gravats, pas d'habitants, vous avez pu croiser des Palestiniens pendant ces 3 heures? Non, malheureusement non. C'est évidemment ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on est frappé par l'amplitude des destructions et on ne voit plus personne dans les zones auxquelles on a eu accès. On était une quinzaine de journalistes internationaux. Il n'y avait pas un seul Palestinien. Dans la ville de Gaza, on sait qu'il y avait 1 million d'habitants il y a quelques semaines, quelques mois, que 800 000 d'entre eux ont été déplacés de force vers le sud du territoire. Ce qui veut dire qu'il y a des quartiers entiers dans lesquels il n'y a plus âme qui vive, il n'y a plus personne. Les seuls êtres humains qu'on a pu voir sont les soldats israéliens. Pour le reste, c'est la disparition. C'est effectivement le fait de constater que des centaines de milliers de personnes sont parties. On connaît le bilan humain du nombre de morts, 66 000 morts, 170 000 blessés, qui, je le répète, sont des chiffres qui viennent du ministère de la Santé de Gaza sous le contrôle du Hamas, mais qui sont considérés comme étant crédibles par les institutions internationales. Voilà, donc beaucoup de morts, énormément de blessés et un très grand nombre de gens qui ont été déplacés de force. Ce qui reste, en fait, en somme, ce sont les traces de vie, des jeux d'enfants, des vêtements qui démontrent de la précipitation dans laquelle les Palestiniens ont dû fuir une fois, 2 fois, 15 fois, ces habitations qu'ils ont quittées. Oui, dans Gaza City, on a pu entrer dans un immeuble d'habitation d'un quartier qui est près de l'hôpital jordanien. Et c'est vrai que dans l'intérieur des habitations, on mesurait la précipitation du départ et toutes ces vies qui ressemblent à votre vie, à la mienne, à celle de vos téléspectateurs, avec plein de détails voilà, de vies qui se sont interrompues, de gens qui ont tout quitté et qui ont dû partir probablement en famille sans savoir s'ils pourront revenir, sans savoir si leur immeuble existera plus tard. C'est évidemment très émouvant, très choquant, et ça veut dire que derrière la reconstruction, ça sera une reconstruction matérielle extrêmement complexe, longue, et une reconstruction humaine probablement encore plus longue. Pourquoi l'armée israélienne vous a-t-elle laissé entrer? Qu'est-ce qu'elle attendait de vous?
Alors, l'armée israélienne, il faut le dire, le redire, interdit aux journalistes étrangers d'aller à Gaza depuis plus de 2 ans, ce qui est évidemment, de notre point de vue, totalement inacceptable. Les seules occasions qu'on peut avoir, qui sont assez rares mais qui existent, c'est d'y aller en accompagnant l'armée israélienne et en étant sous la protection de l'armée israélienne, parce qu'évidemment, c'est un territoire, notamment Gaza City, qui est aujourd'hui dangereux. Euh, sur cette opération-là, c'était, je pense, assez clair de leur point de vue. Ils voulaient nous montrer un tunnel du Hamas qu'ils ont découvert dans Gaza City, qui mesurait plus d'1 kilomètre de long et à l'intérieur duquel, nous ont-ils dit, il y avait un atelier de fabrication de roquettes. Donc, je pense que leur objectif était finalement assez simple, montrer à des grands journaux internationaux, le New York Times, le Washington Post, Le Monde, par exemple, la réalité de la menace du Hamas. Mais quand moi je vais sur un terrain comme celui-là, je ne m'interdis pas d'évoquer le sujet qui les intéresse eux. Mais le sujet, évidemment, pour moi, était complètement ailleurs. Il est dans le fait de enfin pouvoir passer, même si ce ne sont que quelques heures, un peu de temps dans la bande de Gaza et pouvoir enfin raconter l'amplitude des dégradations, des destructions, pardon, qui sont commises. Mais donc on l'entend, il y avait volonté de leur part de justifier ces bombardements, ces frappes sur les hôpitaux de campagne, sur les lieux de culte, sur les écoles, hein, comme ils l'ont fait à chaque fois, expliquant qu'effectivement, il y avait là des caches pour le Hamas ou des fabrications d'armes. En tous les cas, ça représentait une menace. Ces militaires que vous avez rencontrés, c'est vrai qu'on sait qu'ils n'ont pas toujours soutenu ces différentes offensives. Leur position a varié au fil de ces 2 dernières années d'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Dans quel état d'esprit était-il avec vous? Alors, c'est difficile de vous répondre parce que ceux qui sont autorisés à nous parler sont les plus hauts gradés. Donc, les plus hauts gradés sont là pour porter le discours de l'institution. Il est vrai que ces derniers mois en Israël, notamment le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui est le plus haut gradé, a fait savoir et a fait savoir pas seulement dans les cercles confidentiels, mais aussi dans la presse israélienne, qu'il n'était pas favorable à l'occupation de la ville de Gaza parce qu'il estimait que le risque était trop grand à la fois pour les otages et pour les soldats. La question des Palestiniens n'était pas prioritaire à ses yeux. Donc cette dimension-là, elle existe. Je la relativise néanmoins parce que depuis le début, contrairement à d'autres moments de l'histoire d'Israël, le Liban dans les années 80 ou je pense aux États-Unis avec le Vietnam, il n'y a eu aucun mouvement de désobéissance massif en Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu des contestations sur la stratégie, il y a des désaccords sur la priorité donnée aux otages qui n'est pas donnée aux otages par rapport à d'autres priorités du gouvernement aujourd'hui. Mais quand on regarde Israël dans sa globalité, l'armée israélienne a suivi les ordres de l'échelon politique et il n'y a pas eu de fracture entre l'armée et la population jusqu'à présent en tout cas. On comprend que vous avez été le témoin du succès de Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire il a rendu le territoire invivable, et ça c'est ce que vous avez constaté. Vous écrivez dans votre article dans Le Monde, la guerre continuera de tuer même après la paix. C'est invivable aujourd'hui, ça le sera encore pour des décennies. Oui, parce que la situation est humainement atroce aujourd'hui dans Gaza. Tout est détruit et tout ce qui est visible est détruit, mais tout ce qui est invisible l'est détruit aussi. Les réseaux d'assainissement, les systèmes d'eau qui permettent aux gens, nous tous, de vivre en bonne santé. Par ailleurs, s'ajoutent les débris de la guerre, les explosifs très nombreux posés par le Hamas un peu partout dans le territoire, les restes des bombes non explosées, des frappes aériennes par milliers de tonnes de la part de l'armée israélienne. Et s'ajoute un dernier élément, la malnutrition, qui est un fait qui a été démontré par des experts de l'ONU indépendants, la malnutrition qui a touché de façon massive au moins 500 000 personnes qui étaient en situation de famine. C'est au mois de juillet-août, en tout cas, dans la bande de Gaza, notamment pour les enfants, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur le développement, ça a des conséquences sur les capacités cognitives. Donc, en fait, l'impact, il est évidemment spectaculaire aujourd'hui. Il va être durable probablement pour des décennies, oui.